Donc là, on va voir un autre diagramme UML qui s'appelle le diagramme d'état de transition. D'accord? Donc là, c'est un diagramme un peu spécifique parce que là, on va s'intéresser à l'objet lui-même. Donc tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ce sont des diagrammes qui permettent de modéliser les fonctionnalités, le système, la structure, la dynamique pour réaliser une fonctionnalité. Dans ce diagramme-là, on va s'intéresser à l'objet lui-même. Donc, le diagramme d'état de transition décrit le comportement d'une entité. Une entité, c'est-à-dire un logiciel, un composant, un objet. On prend une entité, on va décrire comment elle se comporte. Par exemple, dans un diagramme de classe, ce qu'on a vu sur l'application de réservation de vol, j'ai plusieurs classes. J'ai la classe vol, réservation, client, gestionnaire, ainsi de suite. Donc là, le diagramme d'état de transition, on peut prendre par exemple une entité, maintenant le vol, et on veut voir ce vol-là, comment il va se comporter dans le système. Quels sont les différents états par lesquels il doit passer. Par exemple, un vol, il est réservé. Donc là, c'est un état. Par la suite, il est confirmé, la réservation est confirmée. Le vol il peut être annulé. Il peut être réalisé, oui. Les fonctions, oui. Les méthodes. Voilà, donc on va prendre un objet, on va voir, depuis qu'on fait create vol, jusqu'à il est confirmé ou bien il est annulé, on va le détruire, le cycle de vie de l'objet. Il va passer par quels états? D'accord? Donc là, on va s'intéresser, on va zoomer sur l'objet lui-même. Donc, il décrit, comme j'ai dit, le cycle de vie d'un objet. Depuis la création jusqu'à, soit il est détruit, soit il est, ça y est, archivé, ainsi de suite. D'accord? Comme je viens de dire, un vol, on crée le vol. D'accord? Un vol, il est par exemple réservé par des clients, il est annulé, il est confirmé, donc on a effectué le vol, et ainsi de suite. Donc là, c'est le cycle de vie d'un objet, depuis la création jusqu'à, soit comme j'ai dit, il est détruit, soit ça y est, il est archivé dans le système. Donc le raisonnement en termes des différents états du système, donc là on va parler d'états, d'accord, et comment le système transite entre ces états-là. Donc là, on va prendre l'entité, on va faire quels sont les différents états par lesquels elle peut passer et comment elle fait pour transiter d'un état vers l'autre. Un vol, pour qu'il passe d'un vol à un vol annulé, c'est quoi, qu'est-ce qui a fait ce changement d'état? Est-ce que c'est l'annulation par le gestionnaire? Est-ce que c'est une annulation, je sais pas moi, par le client qui ne veut plus voyager, ainsi de suite. Alors, c'est un graphe composé des nœuds, d'accord, qui sont les états, et les arcs, ce sont les transitions. Donc, un diagramme d'état de transition, on va trouver des nœuds qui traduisent les états de l'objet et les arcs entre ces différents nœuds-là pour nous transmettre un peu les transitions qui va nous permettre de changer d'état. Donc, voilà un exemple. Donc, ça, c'est un diagramme d'état de transition. Donc là, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un état. C'est pas un objet. Par exemple, on veut parler, par exemple, ici d'un automate, un appareil, par exemple. Un appareil, il est soit allumé, soit il est éteint. Par exemple, un interrupteur de lumière. Quels sont les états? Il est soit allumé, soit il est éteint. D'accord? Donc, on donne les différents états de l'objet interrupteur. Donc, quand il est allumé, si on presse, on va basculer vers l'état éteint. Si on presse à nouveau, on va basculer vers l'état allumé. D'accord? Donc là, ça nous montre, comme j'ai dit, les diagrammes d'état de transition, ils focalisent sur l'objet. Quels sont les états par lesquels peut passer un objet et comment on transmet, on transite d'un état à un autre. Alors maintenant, l'intérêt. Pourquoi on va faire les diagrammes d'état de transition? Donc, c'est quoi l'intérêt de prendre un objet, de chercher les états qu'il a, comment il transite, ainsi de suite? C'est d'abord d'avoir une vue synthétique sur la dynamique de l'entité. Une entité, on va avoir une vue, comment comment elle est, donc quels sont les différents états de cette entité et comment la dynamique interne de cette entité-là. Elle est également utilisée sur des objets dont le cycle de vie est significatif. C'est important. C'est-à-dire, on va pas s'amuser à prendre
tous les classes, tous les objets du système et de réaliser leur diagramme d'état de transition. Non, on va les faire que pour les objets qui sont significatifs. D'accord? Par exemple, je sais pas moi, mais une application de gestion bancaire, euh, un objet qui est significatif. Par exemple, le compte bancaire. Un compte, comment il est? Il est ouvert, un compte ouvert par le client. Un compte, par exemple, il peut être, par exemple, bloqué par la banque suite à une fraude ou autre chose. Un compte, il est fermé par le client. D'accord? Donc là, on prend un objet, on va voir quels sont les différents états par lesquels il passe. Et que pour les objets significatifs, comme j'ai dit, on va pas s'amuser à faire des diagrammes d'état de transition pour n objets. On va prendre un ou bien deux, mais c'est vous travaillez sur une application dans le secteur bancaire, vous allez prendre par exemple un objet banque, compte. Vous allez prendre par exemple un objet facture, une facture, comment elle est de la facture, est-ce qu'elle est confirmée, est-ce qu'elle est signée, c'est-à-dire par l'avocat, par le client, est-ce qu'elle est archivée, est-ce qu'elle est annulée, ainsi de suite. D'accord? Donc que pour les objets significatifs, oui? Oui. Les diagrammes UML. Oui. Oui. Alors, comme on a vu l'introduction, les diagrammes UML, ce sont des outils qui nous permettent de faire la bonne modélisation avant de commencer le code. Alors maintenant, UML n'impose pas de faire tous les diagrammes. Vous pouvez faire que le use case et le diagramme de classe et vous passez au code. Personne ne va vous dire pourquoi. Comme vous pouvez faire les diagrammes de séquence, qui va donner plus de clarification, plus de détails sur les méthodes. Comme vous pouvez par exemple faire les diagrammes d'état de transition. D'accord? Donc là, UML n'oblige pas de faire tous les diagrammes. C'est des outils qui vont vous aider pour conceptualiser votre application avant de commencer le code. Et le diagramme d'état de transition, c'est un diagramme parmi d'autres que vous pouvez bien sûr le réaliser. D'accord? Donc, comme j'ai dit, on va le faire que pour les objets qui sont significatifs. Alors, voilà un exemple. Donc là, un diagramme d'état de transition d'un objet porte. Donc, la porte, comment elle est? Elle est soit ouverte, soit elle est fermée, soit elle est verrouillée à clé. D'accord? Donc, à domaine, il y a trois états. On peut pas avoir une porte dans un autre état que ça. Donc, soit elle est ouverte, soit elle est fermée, soit elle est verrouillée à clé. D'accord? Donc là, ce sont les états, trois états. Et là, ce sont les transitions. Donc, elle est ouverte. Quand on la ferme, elle devient fermée. Quand on verrouille à clé, elle devient verrouillée. Quand on déverrouille, elle est toujours déverrouillée, mais toujours fermée. Et quand on l'ouvre, elle devient ouverte. Donc, c'est un exemple simple pour vous montrer un peu, donc, une illustration sur les diagrammes d'état de transition. Donc là, vous voyez, qu'est-ce qu'on a? C'est simple. On a les états et on a les transitions. Vous allez voir dans les exemples l'utilité des diagrammes d'état de transition. Alors, ça va vous aider à mieux comprendre le système, surtout un objet qui est majeur dans l'application. Donc là, ça vous aider à bien comprendre l'objet, la dynamique interne de l'objet et comment il va basculer entre ces différents états. Alors, la notion d'état, donc c'est une abstraction à un moment de vie de l'objet. Par exemple, la porte, à un moment de vie, elle est fermée, à un moment de vie, elle est ouverte, ainsi de suite. D'accord? Donc, un état, c'est quoi? C'est une abstraction d'un moment de vie de l'entité. Alors, les types d'états. Il y a l'état initial. Donc, pour initialiser le système, donc on va, par exemple, créer un vol. Un vol, par défaut, il est créé avec l'état, donc, vol en cours, مثلا. Donc, là, le vol en cours, c'est état initial. L'état final, comment l'objet à la fin, est dans quel état, d'accord? Et les états, plusieurs états intermédiaires. On peut avoir une ou bien plusieurs étapes de vie du système. D'accord? Donc, toujours, on a un état initial, un état final et des états intermédiaires. Voilà. Donc, là, l'état initial en UML, on le schématise avec le rang plat. D'accord? Pour dire que c'est la création de l'objet, d'accord? Et l'état final, avec le rang plat entouré d'un cercle. D'accord? Donc, à chaque fois que vous allez voir ce symbole, vous allez comprendre que ça, c'est l'état initial et là, c'est l'état final. Et là, ce sont les états intermédiaires. Donc, un objet, il est créé, il passe par plusieurs étapes, puis il est, par exemple, détruit. Bien, ça dépend de l'état final, c'est quoi. Il est archivé, il est confirmé, ainsi de suite.
Alors, il y a aussi la notion d'un état composite. D'accord? Un état composite, c'est quoi? C'est un état qui comprend d'autres sous-états. D'accord? Sous-états, voilà. On parle de sous-états, de super-états, sous-états, ainsi de suite. Donc là, l'objectif, c'est de hiérarchiser les états et c'est de faciliter la structure des comportements qui sont complexes. Maintenant, il y a un comportement, un état qui est complexe. Je peux faire un état composite, c'est-à-dire je fais l'état majeur et les sous-états. D'accord? Ça permet aussi de factoriser quelques actions. Par exemple, une action que je vais appliquer à 2 ou bien 3 sous-états. D'accord? Donc là, ça facilite le travail. Donc voilà un exemple. Donc ça, c'est un diagramme d'état de transition d'un téléphone. D'accord? Donc un téléphone, il est raccroché. Ensuite, on compose par exemple le numéro, donc en état de composition. Donc soit ça va sonner, et on parle, on commence la conversation, soit on trouve la ligne occupée. D'accord? Si la ligne est occupée, qu'est-ce qu'on va faire? On va décrocher le téléphone. Sinon, si c'est une conversation à la fin, on peut toujours raccrocher ou bien au moment que ça sonne, on veut plus parler par exemple et on raccroche. D'accord? Donc là, ce sont les différents états d'un objet téléphone. Donc là, on peut faire un état composite, c'est-à-dire je laisse ici raccrocher et tout ça, je suis dans l'état décroché. D'accord? Donc dans l'état décroché, je suis en état de composition du numéro, soit la ligne elle est coupée, sinon si ça sonne, il y a la tonalité, on commence la conversation, une fois on finit, on raccroche. D'accord? Donc là, c'est un état composite, c'est un état qui contient des sous-états. Donc ça permet d'avoir une meilleure compréhension de l'objet. Alors, il y a aussi la notion d'événement. Donc, on a parlé d'état, maintenant on parle d'événement. Donc, c'est un fait instantané qui vient de l'extérieur et qui fait qu'un objet change d'état. D'accord? Alors, les types d'événements, par exemple, euh, ça peut être un signal, d'accord? Un appel d'une opération, une condition qui est satisfaite, un timer, d'accord? Donc, tout ça, ce sont des événements qui vont me permettre à un objet qui change d'état. Donc, soit je vais un signal, c'est-à-dire je reçois un message qui dit, par exemple, la porte doit s'ouvrir maintenant, d'accord? Soit c'est un appel d'une opération, d'accord? On voit une opération, un objet envoie un message à un deuxième objet pour réaliser une opération. Soit c'est une condition qui est satisfaite, par exemple, euh, quand l'heure égale midi, sonner la cloche ou bien ouvrir la porte, ainsi de suite. Donc c'est une condition qui est satisfaite qui va permettre, une fois la condition est satisfaite, donc l'objet change d'état. D'accord? Soit c'est un timer, comme j'ai dit. When, quand à la date X ou bien l'heure X, on fait ça. Ou bien after, c'est-à-dire après 5 minutes, on fait ça. D'accord? Donc après 5 minutes, l'objet doit changer d'état. D'accord? Alors, l'action déclenchée par un événement, donc lorsque l'événement se produit, si la condition est effectuée, on réalise l'action. D'accord? Donc par exemple, j'ai ici un objet qui est dans l'état 1 et il va passer à l'état 2. Donc là, l'événement, c'est par exemple un événement et je peux ajouter la condition. Entre deux crochets, j'ajoute la condition et on fait slash action. Donc c'est ça la sémantique dans un diagramme d'état de transition. Donc j'ai l'événement, la condition, l'action. D'accord? Donc là, c'est un événement qui va me permettre de changer d'état. J'étais dans l'état 1 et je passe à l'état 2. Quand la condition est vérifiée et je fais cette action-là. D'accord? Un exemple. Par exemple, j'ai toujours l'exemple de la porte qui est ouverte. Elle va passer à fermer. D'accord? Donc l'événement, c'est quoi l'événement? C'est début de cours, l'événement. La condition, on va dire 8h30, heure égale 8h30. L'action, fermer. On va fermer la porte. D'accord? Donc, l'action, c'est fermé. L'événement, c'est quoi? C'est le début de cours, par exemple. Et une condition. L'heure, c'est 8h30 ou bien, je sais pas moi, une condition. D'accord? Donc là,
c'est l'objet va passer d'un état à un deuxième état. Parfois, on peut avoir un événement, mais sans changement. Ici, avec changement d'état, l'objet, il a changé d'état. Parfois, on peut avoir un événement, mais sans changement d'état. Donc, c'est un événement interne. Donc là, l'état, nous avons ici toujours la même syntaxe, c'est l'événement, condition entre crochets, / action. D'accord? Mais on est dans le même état. C'est-à-dire, toujours la porte, elle est ouverte. Il peut y avoir un événement de l'objet, mais on est toujours dans le même état, c'est-à-dire la porte, elle est toujours ouverte. Je vais pas fermer la porte. D'accord? Ça s'appelle un événement sans changement d'état. Ici, c'est un événement avec changement d'état. Alors, concernant les événements internes dont on vient de parler, donc ce sont des événements internes à l'état, en UML, il y a des mots-clés qu'on peut utiliser. Donc, il y a entry / action, donc là, c'est exécuté à l'entrée de l'état. Il y a exit action, donc c'est quand on veut sortir, ça y est, de l'état. Event / action, donc là qui survient à chaque fois qu'un événement est réalisé, je fais cette action. Et nous avons le do / action pour tout ce qui est itératif, si on a un événement ou bien quelque chose qu'on doit faire plusieurs fois. Donc tout ça, ce sont des événements internes à l'état. D'accord? On a le même état, on n'a pas changé d'état. À l'entrée, qu'est-ce qu'on fait? À la sortie, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a un événement, qu'est-ce qu'on fait? Mais toujours là, on est dans le même état. On va comprendre un objet. On a dit, on va comprendre l'objet, comment il va changer d'état vers un autre. Mais on veut le comprendre même au sein du même état, comment il va fonctionner. La dynamique, le comportement interne de l'objet. On est toujours dans le même état. À l'entrée, qu'est-ce qu'on fait? À la sortie de l'état, qu'est-ce qu'on fait? À l'intérieur de l'état, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va essayer de voir des exemples pour mieux comprendre. Alors, tout à l'heure, on a parlé des événements internes. Maintenant, il y a les événements externes. Alors, en UML, on a aussi des mots-clés. D'accord? Il y a event / in. Donc là, transition vers l'état. Event out, quand on sort de l'état. Et event self, si on a quelque chose vers l'état elle-même. On fait un événement en boucle vers la même état. On est toujours dans la même état. D'accord? Donc, toujours, il faut prendre en considération ces mots-clés-là. Alors, on va voir un exemple concret. Donc là, j'ai dit l'état composition. D'accord? L'état composition. Alors, pour un téléphone qu'il soit en état composition, l'événement in, téléphone d'abord, l'événement il est libre, / l'action composée. Donc là, le téléphone il est libre, ça c'est l'événement. Je prends et je compose. Je compose le numéro. Donc une fois que je compose, je vais entrer dans l'état composition. Maintenant, pour sortir de l'état composition, l'événement c'est quoi? Ça fait j'ai fini l'appel, j'ai terminé ce que je voulais dire et je décroche. Donc là, je vais sortir de l'état composition. D'accord? Donc là, c'est pour entrer dans l'état composition et là, c'est pour sortir de l'état composition. Alors maintenant, toujours dans le même état composition, on va voir des événements internes qui ne déclenchent pas changement d'état. D'accord? Donc l'événement interne, c'est quoi? Par exemple, à l'entrée, une fois à entry, c'est à l'entrée de l'état. Qu'est-ce qu'on va faire? Afficher tonalité libre, par exemple. On va afficher si c'est un téléphone portable, on va تشوف appel en cours, bien vous allez entendre la tonalité. Événement composé, donc c'est l'entrée. La sortie, c'est quoi? C'est appeler le numéro, d'accord? La sortie exit, donc là, toujours dans l'état composition, c'est qu'on va commencer à appeler le numéro. Nous avons ici le do mémorisé. Par exemple, le téléphone, chaque fois vous appuyez sur un chiffre, il va enregistrer. 0, 6, 22, ainsi de suite. Donc là, il va refaire ça. C'est un do. Il va enregistrer le numéro qui est composé. Et un événement parmi d'autres, c'est qu'il va afficher la tonalité avec, par exemple, le numéro, ou bien il va afficher s'il est enregistré dans votre répertoire, il va afficher, par exemple, le destinataire, le nom de la personne, ainsi de suite. D'accord, vous avez compris? Donc, il y a pour l'état, il y a des événements externes qui vont soit me permettre d'entrer dans cet état-là ou bien de sortir de l'état. Il y a des événements internes à l'objet dans cet état-là.
Très bien. Donc là, on va passer à l'exercice. Donc, je pense que vous allez mieux comprendre quand on va travailler avec des exemples concrets. Donc là, on va élaborer le diagramme d'état de transition de l'objet réservation. Donc, depuis le début de ce cours, on a parlé de l'application de réservation de vol, on a fait les cas d'utilisation, le diagramme de classe, les diagrammes de séquence. D'accord, maintenant, on veut voir la réservation. Elle va passer par quel état? Comment on va transiter d'un état à l'autre? Est-ce qu'elle a des états, des événements internes, des événements externes, ainsi de suite. D'accord? Alors, je vous laisse un peu de temps et on corrige. Alors, une petite démonstration sur UML, sur Asta, désolé. Pour créer un diagramme d'état de transition, on va choisir c'est State Machine Diagram. D'accord? State Machine Diagram, c'est diagramme d'état de transition. D'accord? Donc là, vous avez les différents outils pour faire un diagramme d'état de transition. Alors, pour ajouter un nouveau état, qu'est-ce qu'on va cliquer ici? State. On ajoute l'état, par exemple, on va dire fermé. Un état fermé. D'accord? Un état, par exemple, ouvert. Par exemple, la porte, elle est fermée, elle est ouverte. Bien, par exemple, elle est verrouillée. D'accord? Donc là, ce sont les états. Là, vous pouvez donc lier, ajouter les transitions entre les différents états. Donc, je vais zoomer un peu. Voilà. Et je donne par exemple une transition de là à là. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? L'état initial, on fait ce point qui est plat pour dire que c'est l'état initial. Et l'état final, ce point-là, qui est un point plat avec un cercle qui l'entoure. D'accord? Et là, les événements. Donc là, vous avez ici l'événement, trigger, la garde et l'action à faire. Par exemple, qu'est-ce qu'on va dire? L'état, la porte est fermée. L'événement, maintenant, un début court. La garde, on va dire heure égale 8 heures maintenant. Et l'action, ouvrir. Ouvrir la porte, par exemple. D'accord? Voilà, donc c'est un exemple rapide comment on peut faire un diagramme d'état de transition sur UML. Et quand vous sélectionnez un état, vous avez ici le entry, do, exit. Donc là, ce sont les événements internes à l'objet. D'accord? À l'état, pardon. Ce qu'on a vu dans le cours. Donc, vous avez ici le entry. Bon, par exemple, donnez-moi un exemple. En entrée, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas moi. Donc là, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc là, vous allez faire un événement. Ici, vous allez faire un événement, ainsi de suite. D'accord? Donc là, pour décrire les événements internes de l'état. D'accord? Donc là, je bascule vers l'exercice. Maintenant, vous avez les outils avec quoi vous pouvez le faire. Et comme je dis, on va essayer de réaliser un diagramme d'état de transition de l'objet réservation. Donc, un objet réservation, essayez d'imaginer, quand il est créé, par exemple, réservation, on a vu qu'elle peut être annulée, qu'elle peut être confirmée, qu'elle peut être, par exemple, créée, ainsi de suite. D'accord? Donc, essayez de réaliser un diagramme d'état de transition de l'objet réservation avec les différents états et les transitions qui nous permettent de passer d'un état à l'autre. Allez, 5 minutes et on corrige. Alors, dites-moi, l'objet réservation, quels sont les états par lesquels passe un objet réservation? Une réservation, comment elle peut être? Un objet réservation, donc si vous vous rappelez, on a fait les cas d'utilisation, le diagramme de classe, les diagrammes de séquence concernant l'application de gestion de vol. On a vu qu'un client peut créer une réservation, peut l'annuler, peut la modifier, il peut la confirmer. Un gestionnaire aussi peut confirmer les réservations, il peut les annuler suite à l'annulation d'un vol. D'accord? Donc là, on va zoomer un peu sur l'objet réservation. On veut comprendre le comportement interne de cet objet-là. C'est comme le cycle de vie de l'objet réservation. Une fois il est créé,
jusqu'à la fin du cycle de vie. Soit il est, comme on a dit, flou, soit il est détruit, soit ça y est, il est archivé, il n'est plus utilisé. Alors, un objet réservation, d'abord, il est créé, oui. Alors, l'état initial, on schématise par ce quad-là, d'accord? Donc, une fois il est créé, donc il passe par quel état? Un objet réservation. Qu'est-ce qui est disponible? Donc, vous êtes un client, vous vous êtes connecté au site de la RAM, par exemple, pour réserver des vols. Alors, vous avez créé une réservation. D'accord? Donc, elle est maintenant, comme on a vu dans les cas d'utilisation, elle doit être validée par le gestionnaire. Donc, elle est en état en cours de validation. Donc, ça, c'est un état. Elle est créée, mais elle n'est pas encore validée. Elle est en cours de validation. Donc, on peut dire ici, en cours de validation. D'accord? Alors, ensuite, en cours de validation, par la suite, non, elle est en cours de validation. Soit elle est confirmée, elle est validée par le gestionnaire, soit elle est annulée. Donc là, on a deux états, annulé ou bien confirmé. Donc là, on peut mettre ici, par exemple, annulé. Alors, je vais faire en minuscule, annulé. Une réservation est annulée par le gestionnaire, donc c'est pas la peine de la mettre. D'accord? Soit elle est validée. Alors, je fais ici les transitions. Alors, quand elle est annulée, ça y est. Donc là, on sort du cycle de vie de cette réservation-là. Donc là, on va faire une sortie ici. Donc, si elle est annulée, c'est bon. Donc là, on sort de ce cycle de vie. Donc maintenant, les transitions. Pour qu'elle passe en cours de validation jusqu'à annuler, c'est quoi pour cette transition-là? Donc le trigger, la garde, l'action. Donc l'action, bien sûr, c'est annuler. D'accord? La garde, pourquoi le gestionnaire va l'annuler? Par exemple, information invalide ou bien, c'est-à-dire le client n'a pas bien saisi ces informations. Donc on dirait, qu'est-ce qu'on va faire ici dans la garde? On va faire par exemple fausse information. On fait ici la garde. D'accord? Et l'événement, c'est quoi? Annuler, c'est l'action. L'événement, c'est la création de la réservation. Donc, un client, il a créé une réservation avec des informations données. Elle passe maintenant à le gestionnaire. Ou bien la vérification, c'est-à-dire que le gestionnaire va vérifier. Donc, on prend ça comme événement, c'est vérifier. Ou la vérification maintenant. Vérification. D'accord? Donc, voilà. On essaie de comprendre la dynamique de l'objet réservation. Donc, une fois elle est créée, elle est dans l'état en cours de validation. Avec l'événement vérification, si les informations sont fausses, donc le gestionnaire doit faire l'action annulée et donc elle devient annulée et on sort du cycle de vie. Maintenant, quand elle passe à la validation, donc l'événement c'est quoi? C'est toujours vérification. La garde ici, donc les informations sont correctes. Donc information correcte. Et l'action, c'est validé. Donc, elle passe à l'état validé. Alors, une fois une réservation est validée, après, elle est en quel état? Donc, dans le système. Ah ouais, le gestionnaire, il a validé la réservation. Maintenant, elle est en quel état? À votre avis? Par exemple, vous avez créé une réservation dans un site d'une compagnie aérienne. Vous avez
le gestionnaire, il a validé votre réservation. Est-ce qu'on va faire ici, ça y est, le cycle de vie se termine là? Et le paiement, là, normalement, fait la création. Vous voulez parler du paiement? Voilà, donc si vous vous rappelez, Anama, j'ai pas encore, j'ai pas gardé le use case. On a dit que quand il y a deux cas d'utilisation annulés, soit par le gestionnaire suite à des fausses informations, ou bien à l'annulation de vol. Quand un vol est annulé, automatiquement, le gestionnaire il a déjà validé la réservation, il doit aussi annuler. Donc, c'est un autre état de l'objet réservation. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Donc, elle est maintenant validée. L'état qui va suivre, on attend de vol. Une réservation, elle est en attente de vol. D'accord? Donc, on va faire ici en attente de vol. Voilà. En attente de vol. Par la suite, soit elle est annulée encore. Annulée, mais c'est différent ici. C'est annulé suite à l'annulation de vol. On va faire ça dans l'événement. Annulé. On peut... Oui? C'est pas la vérification, l'événement ici. Là, il y aura une autre transition. C'est pas la même. Si c'est la même transition, on peut factoriser les deux. Mais là, c'est une autre. Alors là, elle est annulée cette fois-ci. Vous pouvez différencier entre ces deux états. Là, maintenant, on a annulé G par gestionnaire et ici annulé V suite à l'annulation du vol, par exemple. Donc là, la transition, c'est quoi? Alors, l'événement, c'est annulation du vol. L'événement. Annulation. Vol. La garde, il n'y a pas de garde. Il n'y a pas de condition. Et l'action, c'est annuler. D'accord? Donc là, c'est l'événement, c'est annulation de vol. Et tout de suite, on sort du cycle de vie. On a une deuxième sortie ici. D'accord? Donc, elle est en attente de vol. Il y a eu quelque chose qui fait que tout le vol est annulé. Et donc, même les réservations relatives à ce vol-là doivent être annulées. Et on sort ici du cycle de vie. Alors, maintenant, la suite. En attente de vol. Est-ce qu'on fait une sortie ici? Ça y est, elle est dans le cycle de vie normal. Elle est créée, elle est validée, elle est en attente de vol. Ça y est, je mets ici une sortie ou bien il y a un autre état. C'est-à-dire que quand le vol a eu lieu, qu'est-ce qu'on va dire? Une réservation qui est réalisée ou bien qui est consommée ou bien... D'accord? Comment on va nommer cet état? Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on va dire? Une réservation consommée ou bien réalisée. Oui? Utiliser. D'accord, on va faire utiliser. Alors, utiliser. Donc, l'événement, c'est quoi? C'est le vol. Pourquoi elle est utilisée? Suite au vol. Donc là, l'événement, c'est le vol. La garde, il n'y a pas de garde. L'action, c'est utiliser la réservation. L'action, c'est utiliser ou bien, je sais pas. Donc, essayez de donner le nom qui vous convient. Utiliser ou bien consommer la réservation. Alors, une fois, ça y est, elle devient archivée dans la base de données comme réservation qui a eu lieu et qui a fait objet d'un vol. Donc là, on sort. Donc là, vous pouvez aussi effectuer des événements, sinon vous pouvez rien mettre. C'est un point de sortie du cycle de vie de la réservation. D'accord, c'est bon, vous êtes d'accord?
Alors ici, on doit mettre l'événement entre validé et en cours de vol. L'événement, c'est la validation. L'action, c'est attendre vol ou attendre vol. Il n'y a pas de garde. C'est bon, est-ce qu'il y a des questions? Donc là, juste pour récapituler un peu, donc les diagrammes d'état de transition, comme on a vu, on les fait juste pour les objets importants de notre système. Ils permettent donc de modéliser un peu le comportement dynamique et interne de chaque objet et les états par lesquels il passe et comment il transite d'un état vers l'autre. Et c'est un outil très important. Là, ça aide beaucoup pour mieux comprendre le système. Donc, supposons par exemple, vous allez faire une application dans un domaine que vous maîtrisez pas, mais le domaine banquier, ou là, une application pour la gestion des finances, ou là, une application pour la gestion, par exemple, immobilière ou autre. Donc là, pour faire un diagramme d'état de transition d'un objet, maintenant, la gestion immobilière, vous allez prendre la propriété. C'est quoi une propriété immobilière? C'est un objet majeur de votre système. Donc là, vous allez comprendre mieux le métier à travers ce diagramme-là. C'est-à-dire la propriété, c'est quoi? Maintenant, elle est acquise. Une fois elle est acquise, elle est par exemple, je sais pas moi, elle est enregistrée dans la conservation. Une fois elle est enregistrée, je sais pas moi, par la suite, elle peut être vendue, elle peut être louée, ainsi de suite. Donc, ce sont les états d'un objet qui est très important, qui est au début complexe, mais ça vous permet de mieux comprendre le système à travers ces objets-là et aussi de communiquer avec le client, celui qui vous demande de faire l'application, pour mieux comprendre avec lui la structure, bien le comportement de chaque objet. Donc, je pense on va faire un exercice pour mieux maîtriser tout ça. Donc, on va faire un exercice sur